Nous sommes lundi 11 septembre 2023 et vous êtes nombreux à nous suivre sur Trui TV et sur Watt FM à travers la fréquence 100.7. Bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je suis Serge Kaboré, le président du tribunal de l'actualité et comme pour chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Doyen des juges. Bonjour président Kaboré, bonjour juge Bouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour, président Kaboré, bonjour, madame, monsieur, bonjour. À la suite du passage vendredi dernier de Nicolas Zemané, consultant indépendant en management public, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre ce matin le ministère de la Santé qui est conduite par son directeur des ressources humaines, M. Salif Sigiré. Vous êtes présent ici à la barre du tribunal de l'actualité pour un droit de réponse de votre ministère en lien avec le décret portant conditions d'intervention des agents publics de santé dans les structures privées de santé. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Oui, bonjour monsieur le président, bonjour monsieur les juges. Bonjour. Bonjour. Merci. Et c'est parti pour la première des rubriques, celle des avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci président. Ce qui retient mon attention, une fois n'est pas coutume, c'est le sport. On voit qu'il y a vraiment un regard qui est beaucoup partagé sur le management de Hubert Velud relativement aux étalons. Et pour beaucoup, on ne voit pas vraiment le fond de jeu qui est apporté, on ne voit pas dans les choix la cassure qui est faite, on ne voit pas des étalons portés en tout cas vers une dynamique rassurante avec évidemment la CAN qui est en train d'arriver à grands pas. On s'est qualifié certes assez tôt, mais on est en train de se faire accrocher par des équipes et qui pour beaucoup ne pourraient pas nous inquiéter tant que ça et qui ne devraient pas nous inquiéter tant que ça quand on connaît un peu notre parcours, on connaît un peu comment les étalons aussi étaient avant l'arrivée de Velud, donc ça suscite beaucoup de questions. Dernier en date, Eswatini 0-0 et quand vous regardez aussi, même quand on essaie de scorer, avec beaucoup de peine, on ne convainc pas dans le jeu. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de langues qui se délient, demander est-ce qu'il ne va pas partir, est-ce qu'il ne faut pas qu'il parte, demander même des comptes à la Fédération burkinabé de football. C'est clair que c'est un domaine de passion. Et quand on fait des choix, il faut avoir un choix très éclairé. Parce que lorsque les résultats tardent à venir, en tout cas, ça pose beaucoup de problèmes. Mais en même temps, il y a l'enjeu. La CAN, c'est dans pas longtemps. Quand on envoie un nouveau sélectionneur, quel temps il a pour connaître cette équipe-là, quel temps il a pour pouvoir mettre les éléments en branle. Certains disent, bon, est-ce qu'on ne va pas revenir à une ancienne formule, des noms sont cités, d'anciens des étalons. Mais bon, ça aussi, il faut accepter qu'il y a un temps, hein, il y a un cap qui est passé, il y a un temps, après le départ, ils vont revenir reconstituer une équipe selon leurs ambitions, selon leurs choix. Et on sait, pour certains qui sont cités, comment est-ce qu'ils sont partis, quelquefois aussi dans le désamour au sein même de l'équipe, parce qu'il avait commencé à avoir des contradictions, il a commencé à avoir des joueurs qui levaient un peu plus le ton. Alors que face à un sélectionneur, ce n'est pas des éléments qui peuvent être acceptables. Donc il y a aussi ça à regarder. Mais en tout cas, Hubert Velud a intérêt à se bousculer pour assurer davantage les Burkinabés. On aura le match de demain face à une équipe qui est favorite quand on regarde en tout cas ce qu'on a comme qualifié pour la CAN et puis quand on connaît bien le Maroc et ses joueurs, il n'y a pas à tergiverser. On sait que c'est vraiment le haut du classement. Et ça serait un vrai test encore pour Hubert Velud. On peut se dire, bon, pour les matchs passés, c'était normal, on était aussi en coupe, on était déjà qualifié, mais ça, c'est un match test, un match amical. On verra dans la stratégie, dans les choix, comment est-ce que lui aussi, son fond de jeu s'exprime. Sinon, c'est quand même un peu décevant, ça, il faut le dire. Quand on regarde ce qui s'est passé face à l'Eswatini, c'est quand même un peu décevant. Et puis, compter sur le faux pas du Cap-Vert pour ne pas perdre la première place, je trouve que quand même en termes de calcul, c'est pas intéressant. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour ce matin? Merci. Mon avant-propos de lundi, d'ailleurs, c'est des encouragements et puis des
des pensées positives. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de ce que le doyen vient de dire, souhaiter beaucoup de courage aux supporters des étalons et prier que ceux qui ont des cœurs fragiles ne suivent pas les matchs à la télévision. Parce que dans un pays où les fédérations ont le courage, je dis bien le courage, de signer des contrats objectifs avec un entraîneur pour qu'il se débrouille pour atteindre les demi-finales et qu'ils ont le courage de sortir, dire ça aux supporters, il faut avoir du courage pour suivre ces matchs-là. Donc, encouragement à tous les supporters, à ceux qui croient en notre football, le miracle est possible. Et donc, pas que je suis pas optimiste, mais l'instant dirigeant et le coaching ne donne pas de l'espoir. Vivement qu'il se réveille pour qu'on galope jusqu'au fond des filets. Et puis bon, voilà. Donc, je continue avec ma pensée positive réelle du jour. Et c'est une citation aux allures de prière. Donc que cette journée de reprise soit inondée de lumière par un soleil bienveillant et facilitant, que chacune de ces heures t'apporte la joie et la paix intérieure. Donc c'est beaucoup plus une citation de pensée positive à ces personnes qui sont entre les quatre murs. Je pense aux détenus, je pense aux prisonniers qui doivent répondre certains de leurs faits, certains d'une injustice quelconque, mais quoi qu'il en soit, qui ont besoin d'encouragement et d'espoir. Parce qu'effectivement, vous commettez des erreurs, vous vous retrouvez derrière les barreaux, mais après aussi, vous avez besoin de courage pour faire face à la situation. Donc, beaucoup de courage à ces personnes aussi. Il y a toutes ces personnes également qui sont sur leur lit au niveau de l'hôpital ou à la maison, mais qui ont aussi besoin de paix intérieure parce que troublés par une maladie et tout, et qui se posent des questions. Parfois, pour se soigner, c'est très compliqué. Donc, on a besoin de s'encourager. Encouragement également à ceux qui se battent pour un avenir meilleur, au plan individuel que collectif. Donc, beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, au VDP, mais aussi à toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire pour qu'on puisse se soutenir dans cette crise. Excellente semaine et bon lundi. Un clin d'œil pour ceux qui nous prennent en marche et qui nous suivent sur les plateformes digitales Facebook et YouTube. Et pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM à travers 100.7, vous êtes bien à la première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Et le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, Salif Sigiré, est notre convoqué à la barre ce matin. Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Est-ce que c'est pas moi, j'ai pas de question de généralité, parce que c'est eux qui ont demandé à venir. Donc il faut qu'on précise les choses. Vous ne l'avez pas dit à l'entrée. Ils ont écouté le tribunal qu'on a fait avec le spécialiste. Ils ont estimé qu'ils avaient des éléments à donner. Donc moi, c'est une précision de taille. C'est eux qui ont demandé à venir. Bon, moi, j'ai pas de question de généralité. Peut-être j'allais aller directement. Mais si Bernard là, bon, on peut y aller. D'accord. Pour le fond alors. D'accord. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, méritait que vous veniez ici pour donner des précisions relativement à notre audition dernière? Vraiment, merci beaucoup. Tout d'abord, nous allons vraiment remercier votre organe pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir apporter des éléments de précision complémentaires qui sont nécessaires dans le cadre de la compréhension d'un certain nombre de décisions prises allant dans le sens d'une meilleure organisation des services de santé. Il faut dire que nous voulons aussi vraiment saluer l'engagement de nos collaborateurs, à savoir les agents de santé sur le terrain qui vraiment se battent nuit et jour, nonobstant les conditions difficiles de travail, pour disponibiliser vraiment l'offre de soins aux populations. Nous voulons aussi vraiment les rassurer que la hiérarchie du ministère de la Santé vraiment est à l'écoute et ne ménage aucun effort pour vraiment la prise en compte des différentes préoccupations qui sont les leurs. Profiter aussi, solliciter encore leur engagement pour que l'offre de soins puisse être davantage disponible et de façon permanente sur toute l'étendue du territoire. Alors, en ce qui concerne le droit de réponse du ministère de la Santé sur l'émission passée, nous allons essayer de le structurer sur un certain nombre de points. Alors, le premier point sur lequel nous voulons apporter de la précision concerne premièrement la problématique de l'intervention même des agents publics dans le secteur privé.
Parce que quand nous avons suivi l'émission, l'interlocuteur a laissé entendre que cette question est un droit pour les agents de l'État et que la réglementation, la réforme au niveau du ministère de la Santé tendait à interdire cela. Alors nous voulons rappeler que tous les corps de gestion des agents de l'État sont toujours organisés par des lois statutaires. Et si nous prenons le secteur de la santé, et plus particulièrement ceux qui sont concernés par le décret sur la vacation, nous pouvons citer premièrement la loi 081, voilà, du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique. C'est cette loi qui est la loi mère, voilà, de tous les agents de santé de l'État de façon générale. Si nous revenons dans le secteur de la santé spécifiquement, nous pouvons citer la loi 057 du 19 décembre 2017 portant statut de la fonction publique hospitalière. Si nous partons au niveau de l'enseignement supérieur, il y a leur loi aussi, la loi 025, qui réglemente ces questions-là. Si vous prenez l'ensemble de ces lois-là, dans le chapitre en lien avec les obligations des agents, cette question est traitée dans le chapitre en lien avec les obligations, mais pas dans le chapitre en lien avec les droits. Donc, si vous prenez la 081, nous allons voir l'article 40. Si nous prenons la 057, nous allons voir l'article 39. Si nous prenons la 025, nous allons voir l'article 64. Si vous prenez ces dispositions, le principe est clair. L'agent public de l'État est tenu de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'exercice de son emploi au profit en fait, du secteur public, secteur pour lequel il a été recruté. Ça, c'est le principe. Donc, ça veut dire que la règle, c'est l'exercice exclusif au profit des services de l'administration. Maintenant, la loi, ces différentes lois, c'est quel article? Parce que j'ai la loi là devant moi. Ok, donc la 081, c'est l'article 40. Ok. Allez-y. Ok, la 057, c'est l'article 39. La 025, c'est l'article 64. Donc, il fixe, ces dispositions-là fixent un principe et a apporté quelques exceptions. Alors, donc, l'exception qui a été apportée, c'est que les agents de l'État peuvent être autorisés dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil des ministres à faire certaines activités comme la consultation, la formation, l'enseignement, voilà, les œuvres agricoles, pastorales, ainsi de suite. Donc c'est l'exception en réalité que ces différentes dispositions ont apporté pour en fait ces activités. Sinon le principe est clair, on est tous tenus de consacrer l'intégralité de notre activité professionnelle au service de notre administration qui nous a recrutés pour cela. Il est même dit, si vous regardez les dispositions, que l'agent de l'État ne peut pas mener sous quelque nature que ce soit toute autre activité de nature lucrative à titre professionnel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette dose de recadrage que nous voulons apporter pour dire que le principe, c'est l'interdiction et l'exception, c'est ces ouvertures que la loi a faites, mais sous réserve qu'il y ait un décret en Conseil des ministres qui vient préciser maintenant les conditions d'exercice. Et c'est dans ce cadre-là que le décret portant sur la vacation en fait est pris. Oui, et sur ce point-là, oui. Vous parlez des obligations, c'est là-bas que c'est abordé. Le fameux article 39 continue pour dire que toutefois le fonctionnaire de la fonction publique hospitalière peut être autorisé dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres à effectuer des consultations et des expertises sur rapportant à ses compétences professionnelles, à donner des enseignements sur l'attachement à ses compétences, à faire de la production agro-pastorale, non industrielle ou scientifique. Donc ça veut dire que dans son domaine précis, il peut aller vendre ses compétences. Oui, et cela est permis. Maintenant, dans un cadre
Bien défini règlement. Donc, c'est un droit. Non, puisque quand vous dites que c'est un droit, normalement, si c'est... C'est un droit encadré, c'est ce que je dis. Mais c'est un droit encadré. Non, quand vous dites que c'est un droit, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autres éléments complémentaires. Voilà, mais ici, on a besoin d'un acte réglementaire qui va préciser les conditions. Maintenant, quand cet acte réglementaire est pris, on pourra voir maintenant, est-ce que cet acte réglementaire précise les conditions d'exercice ou ne les précise pas. Et si vous prenez notre décret porte conditions d'exercice des agents publics de santé dans les formations sanitaires privées. Et le décret précise les conditions dans lesquelles, effectivement, cette activité peut en fait se réaliser. Peut-être quand nous allons évoluer, voilà, vous allez vous rendre compte que voilà, ce n'est pas en réalité une interdiction des agents de santé d'aller au privé, puisque la loi aménage des possibilités qui puissent permettre à l'agent de l'État, s'il veut effectivement se consacrer à l'exercice dans le privé, les dispositions qu'il peut prendre pour effectivement avoir une certaine liberté pour l'exercice. Alors, restons toujours dans le cadre de la loi 057. Oui. Le juge va en parler tantôt. Oui. Au niveau de l'article 39, alinéa 4, oui. Pourquoi est-ce que selon vous, le législateur a dérogé au principe de l'exercice exclusif du service à travers ces alinéas? Non, ce n'est pas une dérogation. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une des exceptions. On appelle, c'est des aménagements, que la loi a prévus pour quand même permettre aux agents de l'État de pouvoir avoir un certain aussi épanouissement, voilà, dans leur activité professionnelle, qui permet aussi de pouvoir apporter un peu de leur expertise, voilà, dans d'autres secteurs, et le retour aussi peut être aussi bénéfique pour le secteur public, voilà. Mais comme vous l'avez constaté, l'esprit en réalité, c'est que il n'est pas souhaité que les activités autorisées, qui peuvent être autorisées de façon exceptionnelle, prennent le pas sur en fait l'activité professionnelle dans le secteur public. Oui, je vois. Je crois qu'on commence à rentrer déjà même dans le cœur du sujet. Ce qui n'est pas souhaité, c'est que ça prenne le pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce décret-là qui sort comme pour encadrer encore davantage. Moi, je veux peut-être qu'on a des interprétations, souvent peut-être que ça c'est partagé, on pense que c'est vrai, c'est ce que les textes disent, oui. Peut-être qu'on se trompe. Est-ce que ça veut dire que dans 2 ans, oui. Dans 2 ans, cet alinéa à la 4 là, ça n'existe plus. Vous faites un choix. C'est ce que ça veut dire avec le décret qu'on a aujourd'hui. Oui, ça veut dire que après, puisque il faudrait comprendre, puisque les 2 ans, c'est pour travailler dans le privé, mais encadré sur la base d'une convention. Non, ça on a compris. Je vais dire dans 2 ans. Après maintenant les 2 ans, voilà. Alors on ne pourrait pas effectivement autoriser encore les conventions, pour l'exercice dans le privé. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, la loi aménage des principes qui permettent, ce n'est pas parce que vous avez déjà acquis le statut d'agent public que après la période transitoire, vous ne pouvez pas en fait exercer dans le privé, excusez-moi, puisque l'agent public a ce qu'on appelle les positions statutaires. Les positions statutaires de l'agent public, c'est d'abord la position d'activité. Voilà, ceux qui exercent les attributions de leur emploi au profit des départements ministériels, des structures du ministère pour les comptes ils sont recrutés. Ça, c'est la position d'activité. Maintenant, si vous voulez exercer dans une autre structure, en fonction de la nature de la structure, la loi dit par exemple que vous pouvez solliciter un détachement.
vous pouvez solliciter un détachement pour aller exercer dans n'importe quelle des structures, si cette structure-là a une convention avec l'État qui permet que vous puissiez bénéficier de cette position administrative. Actuellement, le ministère de la Santé a des conventions avec des structures pour lesquelles, en fait, le personnel peut faire l'objet d'un détachement. Le détachement, la loi a prévu, c'est 5 ans. Et ça peut être renouvelé autant de fois que l'agent public... Est-ce que c'est la disponibilité dont parlent souvent certains secteurs? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une nuance. Je vais en venir. Voilà. Donc, le détachement, par exemple, pour les structures qui sont reconnues d'utilité publique, la loi prévoit que, effectivement, le personnel peut y être détaché. Et pendant cette période, il exerce là-bas. Mais c'est l'agent, c'est l'établissement d'accueil qui assure sa rémunération. Mais sa carrière continue à évoluer dans son administration d'origine, de sorte à ce qu'au moment où il retourne, sa situation administrative est au même niveau que celui-là qui n'avait pas quitté. Et il cotise, je continue, il cotise à la caisse autonome de retraite des fonctionnaires pour bénéficier effectivement de la pension comme les autres agents qui n'ont pas quitté. C'est différent de la disponibilité, puisque ça aussi, c'est un mécanisme prévu par la loi qui permet effectivement à celui-là qui souhaite à un moment donné arrêter dans la fonction publique, de pouvoir solliciter cette position et de pouvoir revenir à tout moment et selon son souhait. À fonction des motifs, puisque la loi dit on peut demander la disponibilité pour convenance personnelle. Ok, la loi dit on peut demander la disponibilité pour exercer dans une entreprise privée. Voilà. Donc, si l'agent demande, l'administration apprécie et lui donne l'autorisation. Il peut aller exercer et au moment où il souhaite revenir, il demande la fin de disponibilité et il reprend son service en fait au niveau de l'administration. Donc c'est pour dire que l'encadrement dont il est question ici, en fait, ce n'est pas un empêchement de celui-là qui a déjà été recruté pour le compte de l'État de ne plus pouvoir. Non, ce que nous voulons, c'est que au bout de l'autorisation, en tout cas sur la base des conventions, voilà, que nous ne puissions plus continuer dans en fait voilà, l'exercice cumulé dans les deux secteurs. On va permettre à nos auditeurs qui nous suivent, qui nous écoutent sur Watt FM, que le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, Salif Sigiri, est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Oui, allez-y après le juge Bougma. Ma question elle est très précise. Oui. Vous me parlez de détachement. Le détachement, ça existe. Oui. Ça existe déjà actuellement. C'est ça. Ce qui pose problème, c'est la question de la vacation. Oui. Ça veut dire qu'il continue dans le public Oui. et à ses heures remplies et données dans le public là terminé, qu'il puisse ménager un petit temps où il se paie un peu de sous, où il se fait aussi la bain dans son métier. C'est de ça que je parle. Je crois que c'est ça qui est sur la table. Oui. Est-ce que dans 2 ans, Oui. c'est encore possible? C'est la question que j'ai posée. Non. Voilà. Sur la base de ce décret, effectivement, les 2 ans, c'est pour les enseignants hospitalo-universitaires, les pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes spécialistes. Voilà. Pour les autres, c'est 12 mois. Donc, à partir de l'expiration de cette période transitoire, effectivement, les conventions ne seront plus, en tout cas, autorisées pour l'exercice dans le privé. Merci. La parole au juge Bougma. Oui, vous avez plusieurs fois parlé d'exercice cumulé. Je voudrais avoir plus de précision. Oui, l'exercice cumulé, ça veut dire que vous avez un emploi stable dans la fonction publique et vous exercez aussi à titre professionnel, ça veut dire de façon permanente, ok, dans le secteur, dans un autre secteur, en l'occurrence le secteur privé. C'est ça l'exercice cumulé. Oui, vous avez dit permanente. Oui. Donc il y en a qui ont 2 contrats. Parce que quand vous dites permanent, c'est-à-dire qu'ils partagent ces heures qu'ils doivent faire à Bordeaux et à Yaragdo, et ils partagent les mêmes heures dans une structure privée de santé. Oui.
Oui, quand je dis à titre l'exercice, à titre professionnel, voilà, ça veut dire ce que nous dénonçons en réalité et nous voulons encadrer, c'est en fait le fait de délaisser le service public et de se consacrer intégralement dans le privé. Beaucoup d'agents de santé réfutent cela. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, il faut dire que ce n'est pas tous les agents de santé qui effectivement s'adonnent à cette pratique. Mais le constat est clair, il y a toujours des cas où des agents publics de santé sont indisponibles à leur poste de travail dans le service public et exercent dans le privé. Il y a des sanctions qui doivent être prévues. Le problème, c'est même pas ça. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas le courage peut-être de sanctionner ceux qui le font. On met tout le monde dans le même sac. Moi, je monte à 8 heures, j'ai 8 heures de service, j'ai fini à 16 heures. Au lieu de rentrer à la maison, je me prends 3 ou 4 heures dans une structure privée, puis je rentre. Puis le lendemain encore, je suis à mon poste. Ou bien mon jour de repos, je le fais. C'est pas... Est-ce que ça, on peut me l'interdire? Et justement, pour répondre à la question de juge, dites-nous également, que dit exactement le contrat qui lie l'agent de santé, le médecin à l'État en termes d'horaire de travail? Oui, ok. Et merci beaucoup pour cette question. En termes d'horaire de travail, il faut dire que depuis l'adoption de la loi sur la fonction publique hospitalière, l'organisation du travail effectivement a évolué dans le secteur de la santé. Le principe, bien sûr, c'est les 40 heures de travail par semaine. Ces 40 heures de travail, en fait, ne prennent pas en compte les heures de garde. Et quand vous regardez l'organisation du travail dans le secteur de la santé, alors, lorsque vous faites la garde, vous avez droit à un repos de compensateur de 24 heures consécutives. Voilà, parce que la garde, ça vous prend de 18 heures jusqu'à 8 heures le matin. Donc, on aménage ces 24 heures pour vous permettre de pouvoir récupérer et de revenir maintenant pour effectivement continuer le service public. Ouais. Donc ça, c'est une organisation du travail, de sorte que dans les services de santé, ce n'est pas du lundi au vendredi, non, c'est du lundi au dimanche. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et l'aménagement, en fait, l'organisation du travail, là, ne devrait pas, en tout cas, si nous faisons le point, si on doit exécuter 40 heures de travail dans la semaine, plus la garde, plus les repos compensateurs, vous allez vous rendre compte que cet exercice-là risque vraiment d'épuiser aussi le professionnel de santé. Et lorsque les heures de repos, en tant que gestionnaire de ressources humaines, quand on aménage des heures de repos pour un travailleur, ce n'est pas fortuit. C'est pour permettre à la personne de pouvoir être performant aussi à son poste de travail. Sinon, si les heures de repos ne sont pas aussi respectées, on va se rendre compte que la performance aura forcément un coût. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Mais vous me donnez 24 heures. Moi, je prends par exemple 4 heures les gens et puis je prends les autres 20 heures pour me mettre d'aplomb. Ça, c'est d'abord une organisation au plan personnel. Parce que même si vous lui donnez les 24 heures pour se reposer, il peut ne pas être dans une structure publique de santé, privée de santé, mais il ne va même pas se reposer, il va aller faire autre chose, puisque vous lui permettez de faire d'autres activités, agro-surveillance, pastorale, consultation. Il peut être en train de rédiger son livre et pendant ces 24 heures, il peut faire une production littéraire qui également pompe. Donc, je pense aussi que il y a la personne, il y a l'organisation personnelle également qui va avec ça. Tout à fait. Mais j'ai fait un constat. Quand le professeur Charlemagne était ministre, l'on a vu les visites inopinées
qu'il a opéré dans certaines structures de santé publiques. Oui. Il a même fait les images lui-même et constatant les absences. On se rappelle également de la levée de bouclier des médecins à son encontre, qui lui dit qu'il expose le corps à la vindicte populaire. Si des gens qui n'étaient pas à leur poste, sans raison valable, le ministre en a pris pour ses frais. Les sanctions qui avaient été prévues n'ont pas été appliquées. Donc ça veut dire que dans la galerie, il y a des brebis galeuses. Et aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Tout porte à croire que l'initiative a été tuée dans le... C'est pourquoi je pose la question, est-ce que ceux-mêmes qui dérogent aux heures de service là, le manager, le supérieur ne sait pas que par exemple, un tel n'est pas à son poste, un tel a abandonné son poste, mais il n'a pas le courage d'appliquer les sanctions parce que il peut même avoir la corporation sur son dos. Oui, je comprends effectivement cette préoccupation. Et l'une des conditions de réussite effectivement de cette réforme, c'est que la gouvernance au niveau de nos services, on doit travailler davantage pour améliorer cette gouvernance-là, pour que chacun puisse effectivement jouer son rôle. Alors, c'est important de préciser que, en réalité, cette réforme, c'est vraiment pour une meilleure amélioration de la disponibilité de l'offre de soins au public. Parce que nous savons que le secteur de la santé, c'est un secteur c'est un secteur social. Ça fait partie quand même des aspects régaliens dont l'État se doit de prendre les dispositions pour vraiment l'assurer auprès des populations. Vous n'avez pas exactement répondu à la question du juge. Oui, mais vous êtes au ministère de la Santé, les agents ont été épinglés, ils ne sont pas à leur poste. C'est resté lettre morte. Non, ce n'est pas resté lettre morte. Qui sont ceux qui ont été sanctionnés? Mais parce qu'en son temps, les acteurs, notamment le chef de service, qui avait été épinglé comme quoi il n'était pas effectivement présent à son poste de travail, il y a eu quand même des demandes d'explication qui lui ont été adressées par le premier responsable de la structure auprès desquels les intéressés y sont. Ensuite, il y a eu en tout cas des changements qui ont été opérés dans le cadre de la responsabilisation dans ces structures. Oui, mais certains, c'est parce qu'ils ont écrit très durement au ministre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la méthode. On sait beaucoup parfois... J'ai l'impression que certains ont été relevés par rapport à ça, plutôt qu'ils n'étaient pas à leur poste. La vérité aussi, c'est ça. Maintenant, quand vous dites que ce n'est pas permis, maintenant, il y a le plateau technique également. Moi, je vais aller me soigner. Bon, je me pointe là-bas, on dit, le laboratoire, il y a tel réactif qui n'est pas là, ce n'est pas possible. Et je me déporte au niveau du privé. Bon, qui a évidemment des plateaux techniques. Dans nos hôpitaux, on a des spécialistes sans plateau technique. À Ouaïgué, nous avions fait le reportage où l'IRM était en train de pourrir, si vous me permettez le terme, après son installation. Après, ça a été rendu opérationnel. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce n'est pas que vous réglementez ou pas, mais est-ce qu'on aura même le plateau technique? Est-ce que les agents même auront leur plateau technique suffisamment? Parce que quand vous rentrez parfois dans les hôpitaux publics, mon vieux, déjà même votre morale il prend un coup. Les couloirs sont inondés de lits. C'est ça. Il y a même un problème de salubrité. C'est des constats. Donc il y a aussi la réalité qui est là. En 2 ans, quelles sont les garanties pour un plateau technique haut de gamme? Merci beaucoup. C'est vrai que dans l'émission passée, la question du plateau technique a été soulevée comme l'une des causes en fait de la vacation. Mais il faut vraiment noter que la question du plateau technique est vraiment une priorité. C'est une priorité pour le ministère de la Santé. L'État injecte d'importantes sommes dans l'acquisition des équipements techniques. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut vraiment que nous puissions travailler pour améliorer, comme je l'ai dit, la gouvernance, pour éviter en fait les pannes répétitives. Sinon, ce n'est pas défaut. C'est pas défaut souvent d'équipement, c'est surtout les pannes
qui souvent engendre en fait la question que vous avez soulevée. Quand nous regardons aujourd'hui le plateau technique dans les hôpitaux publics, aujourd'hui nous avons beaucoup de scanners qui sont déjà installés. Il y a d'autres qui sont en cours d'installation. Et si nous regardons la question d'IRM, c'est la question vraiment d'IRM qui souvent prend le pas un peu au profit du public, du privé du moins. Mais la question des IRM, nous avons 3 IRM aussi qui sont en cours d'installation. Un IRM qui va être installé au CHU Alado, un qui va être installé au CHU Bordeaux et l'autre au CHU Sourou-Sanou. Voilà, c'est pour dire que c'est le modèle. Souvent, le problème avec les équipements, c'est le modèle d'acquisition qui souvent plombe effectivement le secteur public. Et cette question fait partie effectivement des conditions sur lesquelles le ministère de la Santé est en train de travailler pour résoudre. Parce que quand le secteur privé a été rencontré, c'était l'une des questions qui a été soulevée. Et je pense que le ministère dispose d'un plan d'équipement en fait des hôpitaux publics qui au fur et à mesure cette question-là en tout cas va se régler, parce que ce que nous devons quand même retenir, les hôpitaux publics, c'est l'État. Et l'État, en tout cas, ne manque pas de moyens pour pouvoir acquérir les équipements qu'il faut. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, le mot, c'est vraiment la question de la maintenance. Et dans tous les plans d'établissement des hôpitaux, cette question de maintenance, en tout cas, occupe une place de choix. Et le ministère travaille à ce que cette question soit vraiment stabilisée. Alors que le problème, il est à 2 niveaux. Non seulement la question de la maintenance préventive qui manque, mais aussi à la qualité du matériel livré, compte tenu du fameux principe au niveau des marchés publics, le moins 10 ans. Les équipementiers vous disent, moi j'ai postulé, mais pour telle machine, je ne peux pas le livrer si ce n'est pas tel coût. On a préféré prendre un tel coût de tel matériel avec telle entreprise parce qu'il c'est moins 10 ans. Conséquence, résultat du coût, compte tenu de la fréquence de l'utilisation, ça ne tiendra pas longtemps. Moi-même qui suis équipementier, je donne un délai de tel mois pour que la machine se plombe. Mais les techniciens préfèrent ça aussi, puisqu'on a dit moins 10 ans. Qui va prendre le risque de faire venir le plus cher, mais qui est performant? Il préfère le moins cher, qui ne va pas tenir longtemps compte tenu de la fréquence d'utilisation et de l'absence de la maintenance préventive. Il y en a qui ne répondent même plus aux normes. On peut trouver même un maintenancier qui maîtrise la machine. On a des machines installées. Trouver un maintenancier qui maîtrise même le système, il faut te lever matin bonnet parce que c'est dépassé. Il y a cette réalité aussi qui est là dans nos hôpitaux, ce qui fait que ça plombe la qualité du matériel. Et ça, c'est pas faux. Est-ce que ça ne demande pas également d'être objectif dans l'attribution des marchés? Tout à fait. Comme on appelle ça, on dit la bonne sauce a un coût. Oui, nous sommes d'accord. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Non. Vous parlez de la maintenance alors que j'ai dit ça, c'est un problème à régler. Les équipementiers le disent et ce n'est pas un secret. Oui, c'est vrai que ce que vous dites, c'est de remonter des analyses qui souvent sont formulées. Mais ce que moi je veux préciser, c'est que lorsque on veut acquérir du matériel pour une structure, il y a les techniciens du domaine qui donnent les spécifications techniques avant maintenant que le marché puisse être lancé. Et ce sont les mêmes techniciens qui sont chargés de vérifier est-ce que les spécifications techniques qu'ils ont données, est-ce que lors de l'acquisition, est-ce que ce qui est livré correspond effectivement à ces spécifications techniques sollicitées. Maintenant, le reste, ça c'est une réglementation
générale. Qui doit nous permettre d'avancer, mais pas de plomber. Oui, ça, je suis d'accord que cette réglementation devrait permettre effectivement de pouvoir avancer. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que c'est pas une réglementation propre en fait aux structures de santé. Voilà, les marchés publics ont leur champ et que toutes les structures de l'État. Mais je suis d'avis avec vous qu'il faut que le matériel que nous allons acquérir puisse être à la hauteur, puisse être à un niveau qui répond aux normes, qui puisse permettre à nos spécialistes de pouvoir techniquer correctement. Et je pense que ce n'est pas le ministère de la Santé qui va donner des instructions contraires, parce que nous sommes dans le secteur de la santé et l'à peu près n'est pas en fait la règle. Mais pourtant on fait ça. La réalité où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que c'est connu, c'est sûr. Il a fallu attendre quand l'ancien directeur général, Bibia Robert Sangaré, était là pour plaider auprès de son ministre pour obtenir de l'allègement dans le système de passation des marchés. Oui. Il vous dit souvent, sur des plateaux d'émission, il a dit souvent, même pour payer les gants, les seringues pour les premiers soins, c'est compliqué parce que le stock est en train de s'amenuiser. Vous commencez la procédure et la procédure prend du temps. Oui. Conséquence, résultat de course, ça vient, mais à un moment donné, c'est compliqué. Il faut demander aux patients d'aller d'abord au niveau de l'officine, prendre ces éléments de premier secours là pour rapidement, pour que l'agent de santé puisse faire son travail. Oui. Parce que vous n'avez pas encore en stock, puisqu'on dit qu'il y a une réglementation à respecter. J'ai dit la réglementation, c'est pour faciliter les choses. Ça. Mais il y a eu l'allègement. Mais même ça, ce que vous dites, c'est vrai. On a une règle générale des marchés publics. Mais le domaine de la santé, là, un patient qui est en train de gémir, c'est pas une affaire de marché public, c'est une question de vie qu'il faut sauver. Donc, compte tenu de la sensibilité du secteur, est-ce qu'on ne pourrait pas tenir compte de ça dans l'élaboration des textes? Parce qu'il ne s'agit pas de construire une école où on a le temps pour des procédures, je me dis. Mais là, il s'agit d'acquérir du matériel pour sauver des vies. Et même pour la maintenance, même dans vos ministères là. Pour une question de roues crevées, là, ce n'est pas des véhicules qui sont stationnés, non. Parce qu'il faut respecter un certain nombre de procédures pour pouvoir réparer. Parfois, c'est le pneu qui a lâché, mais comme il faut respecter toute la procédure, finalement, après, on va payer cher parce que le véhicule a été mis sur cale avant de nous faire. C'est la même chose qu'on fait dans le système de santé. Les équipementiers lui disent voilà la réalité du terrain. Bon, ok, merci beaucoup. Mais pour vraiment, sur cette question, je pense que le ministère de la Santé a demandé effectivement à ce qu'il y ait un allègement de la procédure pour l'acquisition des équipements, du matériel dans le secteur de la santé. Alors, l'AGDSEPE, l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, pour l'édition de 2022, a effectivement recommandé que les réflexions puissent être menées pour un allègement de la procédure en ce qui concerne en fait le domaine de la santé. Donc ça veut dire que c'est une préoccupation connue, une préoccupation dont les acteurs ont déjà posé et les instructions ont été données dans ce cadre-là. Mais bon, reconnaissez que moi je suis le responsable des ressources humaines. Il n'y a pas de binôme. Oui, mais vous êtes là pour répondre aux questions. Vous savez qu'il y a des questions qui allaient vous déranger. Il n'y a pas de... Oui, mais je comprends, mais le droit de, bien sûr, le droit de réponse, on va revenir sur les points spécifiques, parce que cette question n'était pas, la question était posée dans sa dimension disponibilité du plateau technique. Et le ministère a pris les dispositions pour vraiment acquérir les équipements nécessaires pour vraiment un fonctionnement optimal des structures publiques. Alors dites-nous, pour la prise d'un tel décret qui touche les interventions des agents de santé publique au niveau du privé, est-ce que tous les acteurs ont été associés? Parce qu'il y a forcément eu des travaux préparatoires. Est-ce que tous les acteurs ont été associés? Ok. Mais est-ce que vous pouvez me permettre quand même parce qu'il y a des points sur notre droit de réponse qui ne sont pas encore abordés. Si nous allons revenir, mais je peux effectivement répondre à
votre question avant qu'on ne puisse revenir. Oui, merci beaucoup. Il faut dire que la question de la réglementation de la vacation n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui a déjà été abordée lors des états généraux sur les hôpitaux tenus en décembre 2016. Ça faisait l'objet d'un groupe thématique où les acteurs du privé ont participé à l'animation de ce groupe thématique. Depuis 2016, les pistes de réflexion existaient déjà et il y avait de la documentation de base qui avait déjà été fournie. Mais nous sommes d'avis que pour la prise de ce projet, de ce décret-là, certains acteurs n'ont pas été associés. Mais je vous dis que pour ce décret, il y a une équipe pluridisciplinaire qui a été mise en place, qui a travaillé pour son élaboration. Cette équipe pluridisciplinaire était composée, bien sûr, des représentants du ministère de la Santé, des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, des représentants du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, et des personnes ressources enseignants hospitalo-universitaires en activité et à la retraite. Donc voici les acteurs qui ont participé à l'élaboration en fait de ce projet de décret. Maintenant, de ce décret, excusez-moi, le décret étant adopté le 17 août dernier. Maintenant, nous savons que pour que le décret puisse s'appliquer correctement, il y a des parties prenantes, il y a des détenteurs d'enjeux. Et pour faciliter l'intégration de ce décret dans l'organisation du travail, le ministère a entrepris des sessions d'information auprès des acteurs pour pouvoir vraiment les rassurer et pour pouvoir aussi prendre les conditions, les modalités que ces acteurs, les parties prenantes, ces détenteurs d'enjeux estiment nécessaires pour que le décret puisse s'appliquer correctement. Il faut dire que ces sessions d'information ont commencé depuis le 7 septembre dernier. Nous avons rencontré premièrement le secteur privé de santé qui a été rencontré. Ensuite, les directeurs généraux des établissements publics de l'État sous tutelle technique du ministère de la Santé, c'est-à-dire les DG des CHR, des CHU et les autres établissements publics de santé, les directeurs régionaux de la santé. Nous avons rencontré aussi les partenaires sociaux du secteur de la santé. Nous avons rencontré les présidents des universités publiques qui interviennent dans le domaine de la formation en sciences de la santé. Les sessions continuent cette semaine. Nous allons rencontrer la société civile, les acteurs de la société civile intervenant dans le secteur de la santé, les associations de lutte contre la maladie qui interviennent dans le secteur de la santé. Nous allons rencontrer aussi les sociétés savantes. Voilà, nous allons rencontrer les gouverneurs des régions et nous allons aussi rencontrer en fait les membres de la réunion de cabinet, voilà, qui sont autour du ministre de la Santé, là, pour pouvoir donner en fait l'ensemble des conseils. Mais il faut dire que c'est important que je puisse mentionner vraiment un peu le contenu, surtout avec le secteur privé de santé. Voilà, avec le secteur privé de santé, on est tous parvenus à l'unanimité que il faut réglementer la vacation. Ça, on est tous parvenus à cette conclusion-là. Deuxièmement, le secteur, on a tous convenu et on s'est tous compris que le modèle économique des structures privées dans le secteur de la santé doit évoluer. Parce que il y a beaucoup de structures privées de santé qui ont basé leur modèle économique sur la vacation. Et donc, il n'y a pas d'emploi permanent dans ces structures-là. On compte uniquement dans certaines structures. Voilà, on compte uniquement sur, en fait, l'intervention des agents du secteur privé, du secteur public du moins, pour fonctionner. Donc, on a tous reconnu qu'il faut qu'on change le modèle économique pour permettre une restructuration du secteur privé de santé, parce que
ce qu'il ne faudrait pas faire passer comme message, c'est de penser que le ministère de la Santé, c'est juste le secteur public. Non. Le ministère de la Santé, il y a les deux bras. Il y a le secteur public de santé, mais il y a aussi le secteur privé de santé. Puisque c'est le ministère de la Santé qui doit donner les autorisations de création et les autorisations d'ouverture. Donc le ministère de la Santé est dans l'obligation de suivre ce qui se fait aussi dans les formations sanitaires privées. Et le ministère a donné l'engagement au privé pour qu'on puisse ensemble voir quel type d'accompagnement il faut pour que le secteur privé puisse être mieux restructuré dans le cadre de cette réforme. Alors, le ministère s'est même engagé, surtout dans le domaine du renforcement des compétences. C'est-à-dire que le ministère est prêt pour les structures privées qui auront par exemple des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes généralistes dont ils le souhaiteraient en fait les former pour qu'ils deviennent des spécialistes. Le ministère est prêt à accompagner en fait dans la formation pour qu'il y ait une certaine autonomie, pour que l'offre de soins au privé aussi puisse être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que cela aussi puisse être le cas au niveau du secteur public, pour que vraiment un patient n'arrive pas dans une formation sanitaire, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, et soit confrontée en fait à l'indisponibilité d'un acteur qui doit assurer sa prise en charge. D'accord, nous sommes à 3 minutes d'émission. La parole au juge va. Oui, moi j'ai tellement de questions, mais on va aller vite et bien. Oui. C'est sur la base de quelle étude? Oui. Il y a le constat qu'il y a l'absentéisme qu'il y a au niveau de la santé. Parce que ça vient répondre. Sur la base de quelle étude? Oui. Bon, si vous dites sur la base de quelle étude, bon, je ne vais pas vous produire un document. Non, vous allez... Vous pouvez me donner des chiffres, oui, au moins, et puis dire, voilà les statistiques qu'on a eues, parce que ça vient répondre à un problème qui est concret et grave. Ça. Ce que vous disiez au départ, c'est que l'absence là, ce n'est plus acceptable parce que c'est vraiment trop au niveau de la santé. Mais dites-moi sur la base de quelle étude? Ça peut pas être de l'empirisme, ou bien parce que tout le monde dit, bon, les médecins là, quand ils viennent, ils sont pas là. Ça, pour un État, c'est trop sérieux. Donc, vous avez quelque chose à me citer au moins. Merci beaucoup. Il faut dire qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions aller à l'adoption en fait de ce décret qui va encadrer la vacation. Très rapidement. Voilà, il faut dire que le ministère de la Santé a été interpellé par les plus hautes autorités sur cette question. Sur la base des plaintes des usagers du service public, il faut dire que nous avons dans nos structures en fait des services qui recueillent en fait les plaintes des usagers et qui les traitent. Ces services existent dans nos structures de santé, tout comme ça existe même au sein du ministère de la Santé, logé au niveau de l'inspection en fait des services de santé. Donc il y a eu ces plaintes là que beaucoup d'usagers ont reversé au niveau du ministère, mais aussi auprès, en tout cas, d'autres structures de l'État, voilà, qui, comme je vous ai dit, ce n'est pas une question nouvelle. C'est depuis 2016. J'ai eu ma réponse. J'ai dit j'ai plein de questions. J'ai eu ma réponse parce que je voulais voir la base statistique. C'est ça. Je pense que vous dites c'est des plaintes. Donc là, on ne va pas aller plus loin que cela. On ne va pas citer autre chose. Ouais. Quand on écoute, ça veut dire il y a ce constat-là, donc on a décidé de corriger. Bernard avait posé une question qui pour moi était intéressante. Quand il y a des plaintes, qu'est-ce qu'on fait? On les traite. Ceux qui viennent là où on dit qu'il y a des absents, là, il y a des textes qui encadrent cette question d'absentéisme. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là sur des syndicats qui ne respectent pas? C'est-à-dire, je caricature. Ici, il y a quelque chose qui est permis selon des éléments et qui concourt d'ailleurs à votre bien-être et professionnel et autres. Et on dit, bon, comme il y a certains là, maintenant on dit que bon, il paraît que beaucoup bon, c'est fini. À partir de. Vous avez 2 semaines, c'est fini. Il y avait, en 2021, je me rappelle que le docteur Charlemagne, lorsqu'il était ministre, il parlait de la synergie
dans l'offre de soins de santé entre le public et le privé. Vous le disiez, pour une offre de qualité. Le privé, c'est 30% quand on parle de l'offre. Ce qui vient d'être décidé, voilà pourquoi j'avais posé la question d'entrée. Est-ce que dans 2 ans, ça veut dire qu'il y a un choix qui est intimé à l'agent de santé? Vous m'avez dit que oui. Est-ce que ça ne va pas impacter ce secteur privé-là? Qui peut se payer ces spécialistes? Qui peut se payer ces médecins-là? Nous sommes en fin d'émission. 20 secondes de réponse pour vous. Nous sommes en fin d'émission. On est la fin. Est-ce que la décision en définitive ne risque pas de créer des problèmes aux demandeurs de services de santé que nous sommes, étant entendu que beaucoup, on sait comment ça se passe. On va s'aligner dans les services publics et puis après, des fois on essaie de... Ça fait mal, mais on ajoute un peu pour aller au privé. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que cela va arriver parce que les 2 ans nous permettra aussi de faire un diagnostic par rapport à l'apport de cette réorganisation dans l'offre de soins. Un sujet qui est en discussion, vous le dites, depuis 2016. En 2 ans, vous allez régler ça maintenant. Et c'est ici que nous mettons un point final à la première convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Je rappelle que le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, M. Salif Sigiré, était notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci aux équipes techniques. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous demain pour une autre convocation.